Je te défie en duel. J'accepte. Robin Hood Men in Tights n'était pas seulement une parodie. C'était une embuscade en collant et en cuir, avec des blagues qui fusaient plus vite que des flèches. Mais en coulisses, le film tenait à peine debout. La blague sur l'accent, un coup direct en pleine poitrine du Robin Hood de Kevin Costner. Même des décennies plus tard, Cary Elwes considère encore ce rôle comme l'un de ceux dont il est le plus fier. Et Dick Van Patten dans le rôle de l'abbé, un pont secret entre l'histoire de la télévision et celle du cinéma. Voici 20 faits bizarres sur Robin Hood Men in Tights, soigneusement cachés derrière les chutes comiques et les punchlines, avec un double sens qui se planque en pleine vue. Tenez bien votre arc, Mel Brooks, lui, ne rate jamais une vanne. Premièrement, parfois, les plus grandes idées proviennent des sources les plus inattendues. Pour Robin Hood Men in Tights, l'étincelle immédiate n'est pas née d'une réunion de scénario ni d'une séance de pitch ultra puissante à Hollywood. Elle est venue directement d'un adolescent mécontent. Le fils de Mel Brooks, Max, avait un ami nommé Geordie Chandler, lui-même fils du dentiste de Brooks, le Dr Howard Chandler. Après avoir vu Robin Hood, Prince of Thieves de Kevin Costner, le jeune Geordie était absolument furieux. Il ne supportait pas à quel point le film était sérieux et dépourvu d'humour, surtout avec l'accent notoirement américain de Costner. Il s'est plaint bruyamment à son père, qui a ensuite transmis cette critique adolescente passionnée à Mel Brooks lors d'un rendez-vous dentaire de routine. Brooks, maître de la parodie, doté d'un œil aigu pour ce que le public pensait ou raillait réellement, a immédiatement reconnu l'or comique contenu dans la frustration brute de Geordie. La réaction viscérale du garçon a servi de jauge parfaite de l'opinion publique, confirmant qu'il existait une ouverture comique évidente pour une version radicalement opposée. Ce retour inattendu, venant d'une source extérieure à l'industrie, a conforté Brooks dans sa conviction d'aller de l'avant avec une parodie à grande échelle. Ainsi est née une comédie légendaire, non pas dans une salle de réunion stérile, mais à partir d'une tirade adolescente sincère relayée lors d'une visite chez le dentiste. C'est un témoignage du génie de Brooks que d'avoir su trouver une inspiration aussi puissante dans une critique ordinaire mais passionnée d'un simple civil, transformant un rendez-vous banal en un moment décisif de l'histoire du cinéma et en une nouvelle forme de Robin des Bois. Numéro 2. Avant même qu'il ne dégaine une épée à l'écran, il s'était entraîné comme de vrais bretteurs. Pour donner à Men in Tights son tranchant et pour parodier les combats à l'épée avec une véritable classe, Mel Brooks avait envoyé tout son casting dans un camp d'entraînement intensif d'escrime. Pas de raccourcis, pas de doublure cascadeur pour remplacer les acteurs, uniquement de la chorégraphie, des bleus et de la répétition. Cary Elwes, qui avait déjà une expérience de l'escrime grâce à The Princess Bride, a contribué à mener la charge. Mais le reste de la distribution, de purs débutants. Pendant des semaines, ils se sont entraînés sous la direction de coordinateurs de combat qui traitaient cette parodie avec exactement le même respect qu'ils auraient accordé à Shakespeare ou à Errol Flynn. Le timing devait être impeccable, les mouvements exagérés mais crédibles. La comédie naissait de la précision, pas du chaos. Quand les caméras ont enfin tourné, même les blagues avaient une technique derrière elles. Parce que si tu veux te moquer d'un genre, tu as intérêt à savoir le faire correctement. Numéro 3. Cary Elwes était cloué au lit, en train de se remettre d'une blessure au dos. Son rôle de Wesley dans Princess Bride avait fait de lui une star de cap et d'épée, mais les appels d'Hollywood s'étaient faits de plus en plus rares, ne proposant plus que des rôles peu inspirants. Puis, le téléphone sonna. Une voix rocailleuse déclara « Allô, ici Mel Brooks ». Cary éclata de rire. Ça ne pouvait être qu'un ami qui lui faisait une blague élaborée. Il raccrocha immédiatement. L'amusement laissa place à une peur glaciale. Et si c'était vrai? Quelques instants plus tard, le téléphone sonna à nouveau. Même voix, même nom. L'écran du téléphone afficha le numéro, une ligne des studios. C'était bien le vrai Mel Brooks qui proposait à Elwes le rôle principal dans Robin des Bois, Homme en collant. Cary, mortifié, s'est empressé de présenter des excuses. Mais Mel, qui apprécia une bonne blague, s'est simplement esclaffé. « Tu es parfait !» a déclaré Brooks. « Tu as déjà incarné un héros à l'épée, maintenant on va s'en moquer. » Cary était abasourdi. Il se sentait profondément compris. Brooks l'avait cerné. Il avait reconnu sa capacité unique à livrer une absurdité pince sans rire tout en incarnant encore un héros. Ce clin d'œil, cette lame, ce sourcil levé, ce n'était pas seulement une parodie, c'était un remix astucieux d'un héritage cinématographique.
À cet instant précis, le flamboyant Dread Pirate Roberts passa le flambeau pour devenir le délicieusement ridicule Robin de Locksley. Tout ça à cause d'un seul coup de fil légendaire, presque manqué, qui changea absolument tout pour un héros en collant. Numéro 4. Il n'était pas une star de cinéma. Il ne cherchait même pas un rôle au cinéma. Dave Chappelle n'était qu'un jeune humoriste de stand-up avec une langue bien pendue et un sens du timing encore plus affûté qui écumait les clubs de comédie en attendant que la chance lui sourie. Et puis, un jour, la porte s'est ouverte. Mel Brooks était en train de caster Men in Tights. Lui et Cary Elwes regardaient des bandes d'audition quand celle de Chappelle est apparue. Ce n'était pas poli, ce n'était pas traditionnel, mais Mel s'est penché en avant, un sourire jusqu'aux oreilles. C'est lui le gars. Cary Elwes était d'accord, il y avait quelque chose de différent chez lui. Naturel, décalé, imprévisible. Pas de rappel, pas de politique hollywoodienne. Ils l'ont appelé le jour même et lui ont dit « Tu es Achou ». Chappelle était sidéré. Pas seulement parce qu'il avait décroché le rôle, mais parce que Mel Brooks croyait en lui. Sur le plateau, il a tenu tête aux légendes de la comédie, a improvisé, a réagi, a appris et est reparti avec son premier crédit au cinéma, offert par l'homme qui avait redéfini la comédie pour des générations entières. Ce n'était pas seulement des débuts, c'était l'étincelle qui a allumé la mèche. Le moment où le monde a eu son premier aperçu de Dave Chappelle, en collant, une épée à la main, et déjà en train de voler la vedette. Numéro 5. Ça ressemble à une blague, mais ça n'en était pas une. À un moment donné, le puissant petit Jean, le gentil géant de la forêt de Sherwood, a failli être interprété par l'icône du catch, Hulk Hogan. La moustache, les muscles, la frénésie. On était au début des années 90, et Hulk était absolument partout. À la télé, sur les boîtes de céréales, en figurines d'action, et maintenant, peut-être à Sherwood. Mel Brooks n'a pas rejeté l'idée tout de suite. En réalité, il l'a sérieusement envisagée. Mais ensuite, il a imaginé Hogan en train de hurler à travers la forêt, et il a compris quelque chose. Ce dont le rôle avait vraiment besoin, ce n'était pas seulement de la force brute, c'était du sens du timing, du charme, une sincérité un peu bête et attachante. Hulk n'a pas eu le rôle. Mais pendant un très bref instant, Petit Jean a failli avoir des pitons de 24 pouces et une réplique culte. Numéro 6. Ça aurait pu être elle. Madeleine Kahn, la muse comique de longue date de Mel Brooks, avait été initialement envisagée pour incarner Latrine, l'étrange devinesse gloussante et caquétante du château. Le rôle était bizarre, déchaîné, écrit expressément pour elle. Mais lorsque les négociations contractuelles ont buté sur la question du salaire, Kahn s'est discrètement retirée. Pas de drame, pas de couverture médiatique, juste une occasion manquée de réunir deux icônes de la comédie. Le rôle est finalement revenu à Tracy Ullman, qui s'en est emparée à sa manière dans une direction tout aussi chaotique. Mais on sent encore le fantôme de Kahn dans chaque roulement d'yeux et chaque potion qui bouillonne. Un « et si » scellé à jamais dans les murs du château. Numéro 7. Les arbres n'étaient pas seulement beaux, ils étaient l'histoire elle-même. Le lac Sherwood, nommé d'après la forêt de Sherwood de la légende de Robin des Bois, fut le lieu de tournage original pour Les Aventures de Robin des Bois en 1938, avec Errol Flynn dans le rôle principal. Des décennies plus tard, Mel Brooks ramenait sa parodie exactement sur les mêmes collines. Ce n'était pas seulement un clin d'œil, c'était un cercle parfait. La même forêt qui avait accueilli le héros de l'âge d'or d'Hollywood accueillait désormais les collants, les blagues, le chaos. Et quelque part, les blagues, le chaos, et quelque part, Flynn souriait probablement. Numéro 8. Mel Brooks n'a jamais rencontré un jeu de mots qu'il n'aimait pas, alors quand il s'est agi de nommer son méchant extravagant, il n'a pas fait dans la subtilité. Le shérif de Rottingham n'était pas seulement une parodie de Nottingham, c'était une blague de toilette à part entière. Rottenham, deux mots qui résument tout son personnage. Gâté, bruyant et toujours en train de jouer pour la galerie. Joué à la perfection par Roger Rees, le shérif a trébuché, hurlé et s'achaillé son chemin vers la légende de la parodie. Parce que dans un film de Mel Brooks, le méchant ne perd pas simplement. Ça ne sonnera pas si mal. Les mauvaises nouvelles de manière positive ? Oui, je peux faire ça. Il vient de nous tabasser, moi et mes hommes. Il te déteste et il aime ton frère, Richard. Il veut te voir pendu. Numéro 9, vous ne l'avez pas imaginé. La verrue de taupe du prince Jean changeait vraiment de joue d'une scène à l'autre, passant d'une pommette à l'autre, et personne n'en parle jamais. Ce n'était pas un accident.
c'était un clin d'œil direct et délibéré à Young Frankenstein de Mel Brooks, où l'Igor de Marty Feldman, avec sa bosse, la faisait passer mystérieusement d'un côté à l'autre de son dos sans la moindre explication. C'est exactement ce type de gag que Brooks a perfectionné. Purement visuel, jamais souligné par un dialogue ou une pointe explicite. Juste assez bizarre pour vous hanter pendant des années. Numéro 10. Elle n'était pas censée le faire. Au milieu de tout ce chaos, juste après que le shérif s'est écrasé droit à travers le toit de sa cabane, l'actrice Tracy Ullman a pris une décision. Elle a levé les yeux, a vu les lattes de bois affaissées au-dessus d'elle et, tout à coup, a lâché. « Merci ». Ce n'était pas dans le scénario, personne ne s'y attendait. Mais quand elle a prononcé la réplique, toute l'équipe s'est mise à rire aux éclats. Même Mel Brooks, qui avait pourtant tout vu, a ri si fort qu'il a dû quitter le plateau. Il y avait quelque chose de tellement absurde là-dedans. Ce personnage complètement ridicule qui complimentait une cabane à moitié pourrie comme si c'était un château. Ils ont continué à tourner, personne n'a crié « coupé » et Brooks a su immédiatement, cette réplique devait rester. Ça est devenu l'un de ces petits moments d'improvisation parfaits. Minuscule, étrange, inoubliable. La preuve que parfois, les meilleures blagues ne viennent pas de l'écrit, elles viennent des acteurs. Juste en regardant autour d'eux et en visant ce que personne d'autre n'oserait. Numéro 11. Dans la plupart des films, la résurrection nécessite un budget. Dans Men in Tights, cela a pris une mente. Quand Latrine ranime le shérif avec une pilule lifesaver lumineuse, cela ressemble à un accessoire. Mais ce n'en était pas un, c'était littéralement un bonbon. Probablement quelque chose que Brooks a trouvé entre les prises. Pas de fil, pas de lumière, pas d'effet CGI, juste un timing comique et un peu de menthe poivrée. Cela a fonctionné parce que cela n'aurait pas dû fonctionner. C'était bon marché, ridicule et parfait pour un film qui a enfreint toutes les règles exprès. Numéro 12. Mel Brooks. Le génie comique à l'origine de Robin des Bois, Hommes en collant, ne s'est pas contenté de tirer les ficelles derrière la caméra. Il a lui-même honoré l'écran de sa présence en incarnant l'un des personnages les plus mémorables et les plus délirants du film, le rabbin Tuchman, Rabbi Tuchman. Fidèle au style caractéristique de Brooks, le rabbin Tuchman fait une entrée fracassante. Se présentant lui-même avec panache, sa présence anachronique étant complétée par un accent yiddish très marqué et une prédilection pour des réparties inattendues, ajoutant ainsi une couche supplémentaire d'absurdité à une parodie déjà totalement déjantée. Qu'il dirige un numéro musical plein d'énergie ou dispense des conseils complètement farfelus, Brooks a insufflé à ce rôle son énergie unique et son humour conscient de lui-même. Ce n'était pas simplement un caméo, c'était une performance quintessentiellement Mel Brooks. Son apparition directe à l'écran a constitué une signature délicieuse, prouvant qu'il pouvait encore voler la vedette et provoquer de grands éclats de rire, même depuis l'intérieur de son propre univers cinématographique minutieusement élaboré de folie burlesque. Numéro 13. Ça ressemble à une blague jetée en passant. Cary Elwes se tourne vers la caméra et dit « Contrairement à certains autres Robin des Bois, moi je peux parler avec un accent anglais. » Numéro 13. Ça ressemble à une blague jetée en passant. Cary Elwes se tourne vers la caméra et dit « Contrairement à certains autres Robin des Bois, moi je peux parler avec un accent anglais. » Le public rit. Mais la pique, elle touche juste. Parce qu'en 1991, Kevin Costner a incarné Robin des Bois sans même essayer d'avoir un accent britannique. Il s'est battu, il a broyé du noir, il a séduit, tout ça en pur américain. Et les spectateurs l'ont remarqué, les critiques aussi. Tout le monde en fait. Mel Brooks l'a remarqué également. Quand Men in Tights, sacré Robin des Bois, est entré en production, il a donné carte blanche à Cary Elwes pour frapper fort. Et Elwes, un vrai anglais, s'est engouffré dedans avec classe. Cette seule réplique est devenue l'un des moments les plus cités du film. Pas seulement parce qu'elle est drôle, mais parce qu'elle est vraie. Et tout le monde savait exactement à qui elle était destinée. Numéro 14. Vous l'avez probablement manqué. Will Scarlett O'Hara. Le nom de ce second rôle exagérément dramatique n'était pas choisi au hasard. C'était un véritable dispositif comique. Un jeu de mots complet et assumé sur Scarlett O'Hara, l'héroïne de Gone with the Wind, en français, Autant en emporte le vent. Même sens du drame, même panache, même énergie excessivement théâtrale. Il n'avait même pas besoin de citer le film, il était la blague, à lui tout seul. Le simple nom faisait violemment fusionner deux genres que tout oppose, le roman sentimental sudiste et le chaos médiéval,
uniquement pour que Mel Brooks puisse arracher un rire supplémentaire à l'histoire du cinéma. Numéro 15. Avant même d'avoir jamais parodié Robin des Bois, Mel Brooks était déjà au fond de lui un enfant de Broadway. Dès ses débuts, il n'appréciait pas simplement les comédies musicales. Il y vivait, comprenant qu'une mélodie parfaite ou une parole spirituelle pouvait élever la comédie au rang d'art véritable. Son héritage est truffé de moments musicaux emblématiques. The Producers avec son infameuse Springtime for Hitler, la chanson thème déchaînée de Blazing Saddles ou encore les airs qu'il a lui-même composés pour High Anxiety. Men in Tights n'a pas dérogé à la règle. De l'hymne entraînant Men in Tights qui présentait sa joyeuse bande, à la ballade de Marion à la fois totalement absurde et d'une tendresse désarmante. Chaque parole, chaque rime, chaque refrain ridicule est sorti tout droit de la plume unique de Mel. Il n'a jamais délégué cette partie cruciale de sa vision comique. Au contraire, comme à son habitude, il s'asseyait et les élaborait lui-même avec le plus grand soin, griffonnant souvent ses idées à la main sur ses indispensables bloc-notes jaunes à lignes. Brooks croyait sincèrement que son style de comédie mitraillette, souvent bête et méchante, fonctionnait de façon exponentielle, lorsqu'elle avait du rythme, lorsqu'elle dansait, lorsqu'elle chantait. La musique n'accompagnait pas simplement les blagues, elle était la blague, renforçant l'absurdité et entraînant le public encore plus profondément dans son univers. Et dans Men in Tights, cette chère tradition musicale n'a pas seulement perduré, elle a atteint un tout nouveau sommet de génie. Car seul Mel Brooks était capable d'écrire une véritable chanson d'amour entêtante qui célébrait le concept même des ceintures de chasteté, prouvant ainsi sa maîtrise absolue de la sature musicale. Numéro 16. Choisir Dick Van Patten pour incarner Frère Tuck n'était pas un hasard, c'était un choix délibéré de Mel Brooks. Brooks avait déjà travaillé avec lui auparavant. Sur la série télévisée de 1975, When Things Were Rotten, une parodie éphémère de Robin des Bois qui débordait déjà de l'humour déjanté si caractéristique de Brooks. Cette série culte télévisée a ouvert la voie pour que des hommes en collant puissent danser. Rappeler Dick Van Patten n'était pas seulement une question de talent, c'était le clin d'œil méta typique de Mel Brooks. Un signe complice, une connexion délibérée entre les différentes parties de son univers comique à travers 2 formats et près de 2 décennies. Une même franchise éternelle de Robin des Bois, 2 adaptations comiques différentes et un seul et unique Frère Tuck. Plus âgé, plus sage, mais toujours aussi délicieusement perdu. Numéro 17. Mel Brooks n'a pas simplement brisé le 4e mur, il l'a pulvérisé. Une caméra défonce la fenêtre de Marion en plein milieu de son bain, puis recule comme si de rien n'était. Robin tire sur une corde et dévoile un panneau Exit qui brille de 1000 feux. Il tranche en 2 le beignet d'un gars en plein duel et s'excrise poliment. Hatchou porte une casquette de baseball comme si ça faisait partie de l'uniforme médiéval. La baie se prend la caméra de plein fouet, et quand l'intrigue part complètement en vrille, Robin hausse les épaules et dit « Ce n'était pas des erreurs, c'était des messages ». Ce n'était pas juste une parodie, c'était une rébellion ouverte. Et toi, spectateur, tu as toujours été complice de la blague. Numéro 18. Les numéros musicaux de Robin des Bois, Homme en collant, ont failli ne jamais arriver à l'écran. En plein milieu de la production, un cadre du studio a soutenu que les chansons étaient trop absurdes, trop nombreuses, trop envahissantes pour un film parodique. Ils ont exigé des coupes, allant jusqu'à proposer de supprimer complètement la musique. Mais Mel Brooks n'a pas cédé d'un pouce. Pour lui, la musique n'était pas un simple ajout, elle était l'élément fondamental de son alchimie comique si particulière. Il poussait l'absurde jusqu'à son paroxysme et ençait les gags dans l'esprit du public grâce à la chanson. Pas de musique, leur a-t-il lancé avec son franc-parler légendaire. Pas de Brooks. Le studio, comprenant enfin que sa vision était intransigeante, a fini par céder à contre-cœur. Aujourd'hui, ces chansons inoubliables, de l'hymne d'ouverture entraînant au numéro hilarant Men in Tights, ne sont pas simplement une partie de l'humour du film, elles sont l'humour. Aigu, bête, hilarant, elles forment le cœur battant du long métrage. Mel n'a pas seulement sauvé les chansons, il a sauvé l'âme même du film. Numéro 19. Il a porté un masque, croisé le fer et joué les héros sérieux dans un monde de fous. Mais demandez à Harry Elwes pourquoi les fans l'arrêtent encore dans la rue. Et ce n'est pas Wesley, c'est Robin de Locksley, en collant. Le rôle était absurde, il le savait. Mel Brooks le savait. C'était précisément le but.
Il avait le droit de faire un clin d'œil à la caméra, de briser le quatrième mur, de balancer des répliques qui, on ne sait comment, parviennent à être à la fois héroïques et ridicules en même temps. Et des décennies plus tard, ça le suit toujours. Les gens lui ressortent des citations dans les aéroports, ils s'inclinent devant lui dans les halls d'hôtel. Un homme l'a même défié en duel avec des agitateurs de café gratuits. LOS a qualifié cela de l'une des plus grandes joies de sa carrière. Pas parce que c'était un blockbuster, pas parce qu'il a remporté des prix, mais parce que ça a fait rire les gens et que ça n'a jamais cessé. Dans une carrière remplie de contes de fées et de scènes de combat, Men in Tights lui a offert quelque chose de rare, un personnage capable de se moquer de la légende et qui, d'une certaine manière, en est devenu une lui aussi. Numéro 20. Le film n'a pas fait la une des journaux à sa sortie et n'a certainement pas été salué comme un chef-d'œuvre. Robin des Bois, Homme en collant, est arrivé dans les salles en 1993 avec un haussement d'épaule de la part des critiques et un box-office mondial d'environ 72 millions de dollars pour un budget de 20 millions. Un retour respectable, certes, mais qui a été éclipsé par les attentes de blockbuster et a laissé les critiques globalement peu impressionnés par un humour jugé trop bête, trop gros, trop outrancier. Il semblait passer à côté du génie précis que recelait cette parodie débridée. Mais le public, lui, a mieux compris. Ignorant le consensus critique tiède, il a adopté avec enthousiasme cet humour délirant. Les spectateurs citaient les répliques cultes, chantaient les chansons absurdes et louaient inlassablement la cassette VHS, au sens propre, jusqu'à user les bobines. Le film est devenu un trésor qui circulait entre amis, se constituant peu à peu un public fidèle, par le seul bouche à oreille. Avec le temps, quelque chose de vraiment remarquable s'est produit. Ce film, que les critiques avaient relégué au rang de blague éphémère, s'est tranquillement transformé en la version définitive de Robin des Bois pour toute une génération. Son succès durable ne reposait ni sur la fidélité historique, ni sur une narration sophistiquée. Il triomphait parce qu'il était totalement intrépide dans son engagement envers l'absurde. Il tournait en dérision sans relâche les clichés historiques, brisait joyeusement le quatrième mur et dansait dans des costumes ridicules sans jamais s'excuser de son extravagance. Mel Brooks n'a pas simplement parodié une légende. Il l'a intelligemment rendue au public, en lui offrant une version qui célébrait le plaisir pur, sans filtre ni retenue. Désormais, des décennies plus tard, Robin des Bois, Hommes en collant, occupe une place fixe dans les discussions sur la comédie. C'était déjà un mème bien avant que le mot mème n'existe. C'est un véritable classique culte qui a prouvé qu'il n'avait pas besoin de l'approbation critique pour triompher. Il lui suffisait de provoquer des rires sincères et de trouver un public prêt à se lâcher et à être bête. Parce que, parfois, les films qui osent les coups les plus fous sont précisément ceux qui ne ratent jamais leur... Fait bonus. Ça a l'air innocent. Robin des Bois, des hommes en collant. Mais redites-le lentement. Ce n'est pas seulement une parodie, c'est un clin d'œil. Le titre fonctionne dans les deux sens. Il se moque de la virilité héroïque tout en les habillant de collants et en les laissant danser avec. C'est du pur Mel Brooks, effronté, malin et juste assez inconvenant pour faire plisser les yeux à votre grand-mère. Parce que dans un monde de légendes macho, parfois la chose la plus drôle que l'on puisse faire, c'est mettre le héros en collant fin, pantyhose. Ce n'était pas le Robin des Bois le plus sérieux, ni le plus raffiné, ni le plus historiquement exact. Mais c'était celui qui dansait, qui faisait des clins d'âge et qui tirait des flèches droit à travers le quatrième mur. Robin Hood, Men in Tights, n'a pas seulement parodié une légende, il l'a fait chanter, transpirer et se déhancher sur une scène en lycra vert. Et derrière chaque moment absurde, un réalisateur qui savait que le rire est une forme de rébellion. Que la comédie n'a pas besoin d'autorisation, elle a juste besoin de timing. Donc si ce film vous a fait rire, ou s'il vous a ramené des souvenirs de citations récitées entre amis, laissez un commentaire. Dites-nous quel film devrait chevaucher jusqu'à Sherwood la prochaine fois. Parce qu'ici, on croit encore aux collants, aux tuniques et au chaos total. Et on ne s'arrêtera jamais de voler aux ennuyeux pour donner aux bizarres.